C'est une après-midi à la fois pénible et libératrice. Sans doute l'un des trajets les plus importants de la vie de Rodolphe Labeille. Je sors du travail et je vais direction la gendarmerie afin de porter plainte, comme bon nombre de mes camarades, contre le collège Notre-Dame de Bétharram. Je porte plainte pour violence physique, violence morale. Pendant des années, Rodolphe Labeille, 49 ans, s'est muré dans le silence. Mais aujourd'hui, il a décidé de ne plus se taire. Il veut mettre des mots sur ce qu'il a vécu, subi et enduré. J'ai été scolarisé de 87 à 90 à Notre-Dame de Bétharram, donc en interne, hein, j'étais au pensionnat. J'ai vécu des choses désastreuses et donc je pense qu'effectivement il est temps que ça se stoppe et que les gens qui ont effectué ce genre de sévices soient punis et que les victimes soient reconnues. Des décennies de silence, un choc qui, chez le quadragénaire, rouvre de vieilles blessures enfouies. J'ai décidé de le faire lundi, lorsque j'ai appris qu'il y avait un collectif qui s'était créé. Lundi matin, j'ai cru que j'avais chopé une gastro. J'ai vomi dans les toilettes à mon travail. Et puis après, mon ventre se tordait de douleur. Et en fait, j'ai eu mal aussi le soir, le lendemain, ce matin. Et en fait, je me dis non, mais c'est pas du tout une gastro, quoi. En fait, c'est cette histoire. Voilà. Et tous les souvenirs qui reviennent. Ces souvenirs, ces traumatismes, il va falloir désormais les verbaliser face aux gendarmes. Les coucher sur papier. Oui, bonjour monsieur, je viens pour un dépôt de plainte pour l'institution Notre-Dame de Bétharram. Merci beaucoup. Peut-être pour Rodolphe Labeille, le début de la délivrance. Combien sont-ils comme lui à avoir subi l'enfer de Bétharram? Pour moi, Bétharram, c'est la pluie, la nuit, la tristesse et la solitude. Depuis un peu plus d'un an, les plaintes s'accumulent. Il y en a déjà 77. Des brimades, des violences, des humiliations et encore plus grave, des attouchements et des viols. Un système qui se serait étalé sur près de 50 ans. Une affaire tentaculaire qui impliquerait 11 membres de l'institution et résonne jusqu'au plus haut sommet de l'État. Enquête sur l'enfer de Bétharram. Sur les rives du Gave, au pied des Pyrénées, la petite commune de l'Estel-Bétharram et ses quelques 800 habitants. Un village tranquille du Béarn, aujourd'hui secoué par les révélations qui entourent sa prestigieuse école. L'institution Notre-Dame de Bétharram, renommée en 2009 le Beau Rameau. Un peu plus de 200 élèves y sont scolarisés. Ceux que nous avons rencontrés nous décrivent un établissement qui s'est radicalement transformé au cours des dernières années. Jamais vu de violence ici. Tout le monde est très sympa, les professeurs, les surveillants. C'était il y a longtemps, quoi. C'est il y a 30 ans, moi. Mais maintenant, il n'y a plus personne qu'on connaît du collège. Il n'y a plus personne qui a violé les gens, tout ça. Comme s'il s'agissait d'une histoire ancienne. Pour eux, comme pour leurs parents, toutes ces accusations de violence, de maltraitance et d'abus appartiennent désormais au passé. En tant que parent d'élève, je ne suis absolument pas inquiet. Le lieu est là, la structure est là, l'institution est là, mais les gens ont changé. Ce ne sont plus les mêmes personnes, ce ne sont plus les mêmes enseignants, ce ne sont plus les mêmes encadrants, c'est plus la même direction. Ça me paraît inconcevable. Voilà, tout simplement. Ça me paraît irréel aujourd'hui. Une mise à distance du passé, revendiquée par la nouvelle direction qui, le 18 février dernier, nous adresse ce mail.
Je tiens à repréciser que je déplore et condamne ces actes passés qui ne reflètent en rien le projet pédagogique actuel. De tels faits ne pourraient avoir lieu aujourd'hui sans être signalés et immédiatement stoppés. L'institution, longtemps prisée des familles aisées du Sud-Ouest, a souvent été réputée pour ses méthodes musclées, censées recadrer le manque de discipline de certains enfants et adolescents, à la fois symbole de l'excellence, mais aussi d'une violence décomplexée. Il y avait déjà ces rumeurs quand j'étais jeune. Ouais. Tout le monde le savait et c'était beaucoup de gens d'ici qui me racontaient qu'on les menaçait. Si tu continues ces passages, tu vas aller à Betaram. Déjà, on savait que c'était la menace pour dire que visiblement il se passait des choses que personne ne voulait aller les vivre, quoi. Cette rigueur poussée à l'extrême, ces méthodes quasi militaires, sont assumées par la direction, quitte à les montrer à la télévision. Dans ce documentaire de septembre 2012, une équipe de journalistes filme les premiers jours de la rentrée scolaire. Et celui qui va faire respecter ces règles à la baguette, c'est le redouté monsieur. Cet ancien militaire est le CPE, en clair le surveillant général de l'internat. Qui t'a dit de t'asseoir, toi? Qui t'a dit de t'asseoir? Tu prends quelque chose, tu te fais prêter quelque chose. Un livre, des feuilles, tu fais quelque chose. Pour marquer le coup, il interdit à d'aller chercher son sac. Le jeune homme n'a d'autre choix que de trouver à s'occuper comme il peut. Michel Latapi, lui aussi, a vécu l'extrême rigueur de Betaram. Âgé de 55 ans, il est un ancien pensionnaire du collège. Un enfant turbulent qui, selon ses parents, avait besoin d'un cadre strict pour grandir. Aujourd'hui, avec son vélo, il repasse régulièrement devant son ancienne école. Ça me rappelle tous mes souvenirs, parce qu'en fait, là, c'était des dortoirs, les fenêtres deuxième et troisième, là. On était 50 par dortoir, des petits lits. De l'autre côté, il y avait le réfectoire. Pendant 6 ans, entre 1980 et 1986, il a arpenté les couloirs de cette immense bâtisse. Il en connaît chaque recoin, se souvient de chacune des règles qu'il a dû respecter, sous peine d'être puni. À l'époque, je sais pas, j'espère que ça a bien changé maintenant, on avait droit à une douche une fois par semaine, le mercredi, en 5 minutes. Ça marchait au sifflet. Et on rentrait, on se trempait, on se shampouinait, on se rinçait, et au sifflet, 5 minutes après, on sortait. Si on ne sortait pas, c'était une bonne rouste, et le mercredi après, on était interdit de douche. Tout au long de sa scolarité, Michel Latapi a fait les frais de cette éducation à la dure, comme il dit. Des décennies plus tard, il se souvient encore de ce jour où la violence a franchi un cran pour un simple morceau de pain volé à la cantine. Je suis passé dans le bureau de ce surveillant général. J'ai pris une branlée, mais la branlée, coup de poing, des baffes. Et du coup, il me dit, tends ta main pour les coups de règle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me met des coups de règle. Par la longue, j'ai 2 ongles qui ont sauté, qui sont devenus noirs et tout, qui ont sauté. Véridique. Affreux, affreux la branlée que j'ai ramassée. À plusieurs reprises, Michel Latapi raconte ce qu'il vit à ses parents. En vain. À l'époque, quand on en parlait, c'était qu'on avait mérité, quoi. Donc, de toute façon, c'est ça. C'était parce que les parents, c'était comme ça, on avait mérité, quoi. Ce que je me souviens, à l'âge de 10 ans, quand on rentrait le dimanche après-midi, j'ai souvent versé des larmes dans le lit. Voilà. Un an après le passage de Michel Latapi à Betaram, en 1987, Cyril Gann rentre en 5e. J'ai été scolarisé dans cet établissement par ma mère, parce que ma mère était partisane de ce type d'établissement et que c'était pour elle un excellent moyen de m'envoyer à un endroit à son goût, adapté à moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en résumé, il fallait qu'il y ait un endroit où on me serre la vis selon ses propos. Cyril Gann a 14 ans. Il découvre alors un endroit à l'ambiance glaciale. Immédiatement, il se plie aux règles. Mais ce n'est pas suffisant pour échapper à la violence qui règne en maître à Betaram.
incarné par certains surveillants ou professeurs. Premier jour, le jour de la rentrée, mon voisin de classe m'a tout de suite mis au parfum. Il m'a dit, moi je me mets contre le mur, on a... Moi sur le coup, j'ai absolument pas compris de quoi il parlait. En fait, c'était le prof de maths, monsieur. C'était un manchot, il avait un mognon. Quand il rendait les copies, il vous arrivait, il vous prenait par une mèche, là, ici, il vous baissait la tête jusqu'à ce que vous ayez le front qui touche la table, et forcément, par réflexe, vous avez la tête qui ensuite se relève. Et à ce moment-là, il mettait son poing comme ça, vous voyez bien. Et là, il tapait très fort sur le crâne. Il faisait ce qu'on appelle un coco. Un coco parce que on avait une sacrée bosse après ça. Dans cet enfer qu'est l'établissement de Bétharram, un surnom revient. Cheval, un homme que Rodolphe Labeille décrit comme particulièrement sadique. Le chef des surveillants aurait régné par la peur et l'humiliation systématique. Ce nom qui lui a été donné, il vient d'une bague qu'il portait. Il avait une chevalière, c'est pour ça qu'on l'appelait Cheval. Il retournait sa chevalière et il mettait des grosses tartines. Il paradait comme un prince dans le dortoir, dans les salles d'études, dans la cantine. Et puis il dispensait sa parole et tous ses reproches à qui n'en voulait pas. Voilà, c'était juste pour du plaisir, nous frapper, nous faire baisser la tête, nous faire baisser les yeux. Voilà. Il nous passait à tabac. Oui, oui. Les punitions de Cheval sont brutales et mises en scène. Une torture psychologique aussi, parce qu'avec lui, selon les récits des anciens pensionnaires, les coups pleuvent, peu importe le moment de la journée. Les passages dans son bureau étaient d'ailleurs particulièrement redoutés. Il faisait des petits tours autour de son bureau, il touchait 2-3 papiers pendant qu'on était quasi au garde à vous devant la porte à côté du fauteuil. Il se relevait et boum, une grosse tarte dans la tête. Voilà. Et on la voit pas venir en fait. Voilà. Totalement gratuit. Le surveillant Cheval semble bien être l'illustration d'un système où les élèves de Bétharram souffrent un peu plus chaque jour. Les punitions semblent mécaniquement préparées, réfléchies. Parmi les sentences les plus dures, les plus redoutées, l'épreuve du perron en pleine nuit. Vous étiez dehors, calbut, t-shirt, chaussons, si vous avez eu le temps de les prendre. Voilà, et puis dans le froid, hiver, été. J'étais face au mur, comme un débile, les mains dans le dos, fallait pas bouger. Et effectivement, si on bougeait de place, voilà, si Cheval passait par là, voilà, on en ramassait encore une, c'est évident. Rodolphe Labeille a un sentiment, celui d'être pris au piège, sans pouvoir s'échapper. Son école et les dortoirs, c'est sa prison. Dans ce dortoir, nous n'avions ni le droit de chuchoter, ni le droit de parler, ni le droit de rire, ni le droit de lire certains livres. Nous n'avions le droit de ne rien faire. Une fois que la lumière était éteinte, nous n'avions plus le droit d'aller aux toilettes. Voilà. Sous risque de prendre une tarte dans la tête. Je suis un ronfleur, un surveillant, un pion, qui était un élève de première, qui passait pendant que je dormais et qui me mettait des grands coups de pied dans le lit pour que je me réveille. Et il s'approchait de moi, il me disait « Ferme ta gueule, l'abeille, ferme ta gueule, tu ronfles ». Je n'ai pas en mémoire une seule semaine ou un seul jour où je n'ai pas pris un coup. Et même sorti de l'enfer de Bétharram, 38 ans après, le traumatisme de Rodolphe Labeille reste bien là. Ancré au plus profond de lui, il espère une peine exemplaire. Ce cercle de la violence aurait-il pu prendre fin dès le milieu des années 90 ? À l'époque, un parent d'élève porte plainte au nom de son fils. Un reportage télévisé est même consacré à l'affaire.
Les gendarmes enquêtent au cœur du lycée Notre-Dame, un établissement bien connu dans la région pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour sa discipline de fer. Justement, des parents viennent de porter plainte pour coups et blessures. Le père d'un pensionnaire accuse. En janvier 95, son fils a reçu une gifle du surveillant général sur l'oreille. Depuis, il a perdu 40% de ses capacités auditives. En décembre 95, notre enfant est revenu dans cette école parce que le niveau scolaire est très bon, l'enseignement est quasiment parfait. On ne pensait pas qu'il y aurait récidive. Bien, il y a eu récidive. Là, c'est un surveillant de dortoir qui l'a mis au perron, dehors, au bord de l'eau, avec une température de 0 degré, en slip, en t-shirt, en sandalettes, 1 heure de temps. C'est très dur. En 1996, le surveillant à l'origine de cet acte de violence est condamné à 5 000 francs d'amende, l'équivalent de 800 €. Mais cette condamnation ne signe pas la fin de ses pratiques. Cette même année, le 12 avril, un inspecteur d'académie est envoyé à Notre-Dame de Bétharram pour contrôler l'établissement. Aujourd'hui âgé de 88 ans, le vieil homme se souvient de cette journée qu'il a passée sur place. Il dit avoir interrogé une vingtaine de personnes, des responsables du collège, mais aussi des parents d'élèves. Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit ce qui s'était passé là pour cette histoire de gifle, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Donc, pour moi, je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui actuellement est reproché. Il conclut donc dans son rapport de l'époque que Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Mais quasiment 30 ans plus tard, il reconnaît qu'il a manqué de discernement. J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement. Si on m'avait parlé de ce que l'on présente actuellement en parlant de Bétharram, j'aurais eu sûrement un autre comportement. À aucun moment, il envisage ce que certains élèves peuvent subir au quotidien. Des violences physiques répétées et parfois même des violences sexuelles. Olivier Bunel a étudié ici, derrière ces murs, entre 1981 et 1983. À son arrivée, il n'est alors âgé que de 11 ans. Je me suis retrouvé dans ce que je dis maintenant être un goulag, digne clairement d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre vie, je ne sais même pas comment vous le dire. Ses parents viennent de divorcer. C'est sa grand-mère qui s'occupe alors de lui et qui le scolarise dans cette école. En quelques mois seulement, le piège de Bétharram se referme sur lui. Quand vous êtes un enfant gentil, que vous souriez tout le temps, vous êtes une proie, je pense, facile. Et il se trouve que je suis intimement convaincu que les surveillants, tout le monde avait un petit peu notre parcours et savait d'où nous venions. Qu'il était plus facile de s'attaquer à un enfant dont les parents étaient absolument absents et qui ne risquait strictement rien. Au cours de ces 2 ans, il subit des violences physiques, mais aussi ce qu'il arrive aujourd'hui à qualifier de viol. Je me rappelle, j'étais sur le perron une fois pendant plus de 2 heures, c'était en hiver, où j'étais en slip à genoux sur une règle carrée métallique. Et je bougeais ne serait-ce qu'un peu. On était, vous savez, la position des gens qu'on va abattre, c'est-à-dire les mains derrière la tête contre le mur et ne pas bouger pendant une demi-heure. Et si on bouge, on en prenait le double. Et si on bougeait encore, eh bien, il s'acharnait sur nous physiquement. Et pour me soigner, effectivement, il me soignait, oui, mais à côté de ça, il abusait de moi. Il m'embrassait de force. Il m'embrassait sur le sexe. Et en fait, j'ai dû vivre avec ça pendant 2 ans. Olivier Bunel ne nomme jamais ses tortionnaires. Mais un nom a souvent été évoqué par d'autres victimes. Le père Caricard, ancien directeur de Bétharram.
Ce religieux est une figure emblématique de l'établissement. Un homme qu'a bien connu Ange Mur. Bonjour Monsieur Mur. C'est mon nom et tout. Bah oui, vous allez bien? Ça va, oui, moi toujours très bien. Entre 1979 et 1981, il a été surveillant à Notre-Dame de Bétharram. Moi, le père Caricart, c'était quelqu'un qui était directeur de Bétharram, qui était très sensible aux gosses. Très sensible aux gosses. Moi, dès que les gosses toussaient un petit peu, je leur distribuais des petits cachous, des trucs comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas vu avec cette déviance sexuelle. Il était maniéré, certes. C'est pas le premier curé maniéré que je vois. C'est pas les premiers gosses maniérés que je vois. Et comme par hasard, c'est ces gosses maniérés qui subissent ce genre de violence. C'est en 1998 que le nom de cet homme d'église apparaît pour la première fois dans une affaire judiciaire. Un ancien élève de Bétharram révèle à des policiers avoir été victime de viols et d'agressions sexuelles entre 1987 et 1988. Et il accuse le père Caricart. Lorsqu'il porte plainte, il est accompagné par son avocat, maître Sagardo Ito. Le juge d'instruction met le père Caricart en examen, le place en détention et 15 jours plus tard, cet homme d'église est remis en liberté sur une décision de la cour d'appel. L'instruction va se poursuivre pendant près de 2 ans. Il y avait donc bien à l'époque une loi du silence, une chape de plomb qui visiblement bridait les enseignants mais aussi nombre de parents d'élèves. Le juge d'instruction l'a reconvoqué en début d'année 2000. Lorsque le père Caricart reçoit cette convocation, il va écrire une lettre annonçant son départ et il va se suicider. Il est à l'époque à Rome, le Vatican l'ayant soigneusement exfiltré, et il va se jeter dans le Tibre. Ce décès a provoqué ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique. L'affaire n'ira pas plus loin. Elle rebondit finalement, plus de 20 ans plus tard, grâce à cet homme, Alain Esquer, le jour où par hasard, il croise la route de l'un des surveillants de Bétharram. Un incroyable concours de circonstances. Moi, j'habite à proximité de l'établissement de Bétharram. J'habite à 700 mètres et je passe régulièrement. Souvent, d'ailleurs, tard le soir. Là, c'était en tout début de soirée, vers 17h, 17h30. Quand je passe devant la porte des élèves, je vois sortir ce surveillant qui m'avait tabassé dans les années 83-84. Et je me dis, là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, et notamment que je crée un groupe sur Facebook des victimes de Bétharram. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et je suis tout seul au départ. Et puis très vite, il y a des anciens élèves qui me rejoignent. Grâce à ce groupe Facebook, Alain Esquer recueille des dizaines de témoignages qui aboutissent à 20 plaintes le 31 janvier 2024. L'enquête s'accélère alors. Ce mercredi, 3 hommes sont placés en garde à vue, les seuls accusés d'agression sexuelle à être encore vivants. À l'issue des auditions, un seul est mis en examen, les 2 autres sont libérés, et parmi eux, Damien S., le surveillant surnommé Cheval. Dans une conférence de presse, Alain Esquer encourage donc d'autres potentielles victimes à se signaler, celles notamment des autres établissements dans lesquels Cheval a travaillé jusqu'en 2024. Pour le surveillant général, né en 1955 et qui a fréquenté des établissements à Orléans et à Châteauroux, j'appelle également tous ces anciens élèves à témoigner, la prescription empêchant à ce jour toute poursuite à son encontre. Les victimes doivent être reçues par le procureur de la République dès la semaine prochaine.